Je suis naine et j'étais abandonnée pour ça. J'ai dû me construire avec cette identité. La blessure d'abandon que je vivais, en fait, je me disais, mais si je suis pas assez bien, je vais de nouveau être abandonnée. Mes parents m'ont adoptée, j'avais 1 an et demi en connaissance de mon handicap, mais au sujet de mes origines, ils n'avaient que très peu d'informations, juste que j'étais d'origine algérienne. La question du handicap a posé beaucoup de soucis à mes parents dès le plus jeune âge. En fait, c'était parfois des paroles un peu maladroites qui faisaient ressentir que j'étais déjà là en tant que personne, ils m'avaient accepté en tant que personne en situation de handicap et que l'adoption, voilà, on n'en parlait pas plus que ça. Je savais bien sûr que j'étais adoptée, mais c'était pas un sujet qui revenait au quotidien. J'ai toujours pardonné à mes parents parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais quand je lis dans certaines institutions comme l'Agence française pour l'adoption, dans un document qui date de 2009, entre guillemets, les enfants handicapés se posent moins de questions sur leur adoption qu'ils expliquent par le handicap et donc présentent plus de facteurs favorables pour demander et vouloir leur adoption. C'est présenter l'enfant adopté en situation de handicap comme petit être servile, que ce serait redevable, d'autant plus parce qu'il est handicapé et adopté, dans cette situation où il n'a rien demandé et que l'enfant handicapé, c'est d'abord un enfant à part entière avec tous ces questionnements et que j'avais bien imaginé que j'avais été abandonnée en raison de mon handicap et donc ça me faisait perdre confiance en moi en fait parce que la blessure d'abandon que je vivais en fait je me disais mais si je suis pas assez bien je vais de nouveau être abandonnée, pas de manière consciente bien sûr, mais c'est comme ça que j'ai développé des maladies somatiques. J'avais beaucoup de troubles de sommeil et puis plus tard à l'adolescence j'ai fait comme beaucoup de jeunes filles, je suis tombée un peu dans l'anorexie et la boulimie. En fait, c'était un petit peu un cocktail que j'avais chez moi, c'est-à-dire l'adoption, le handicap et les origines. Peut-être que pour ma petite personne, c'était difficile à gérer. Pour mes parents, à l'époque, on ne consultait pas les psychologues et c'était pour les fous. Et au collège, en fait, j'avais cette leçon d'anglais. Vous vous souvenez, Who do you look like to? À qui vous ressemblez? Qui m'est arrivé aussi comme une claque, c'est-à-dire à qui on ressemble. Et cette illégitimité que j'ai ressentie par rapport à cette question parce que je me sentais fautive de dire que je ressemblais à mes parents. Et ce jour-là, je me souviens de cette leçon, on avait ce devoir à faire chez soi, de dire à qui on ressemble. Je suis rentrée en pleurs en disant mais je peux pas dire à qui je ressemble, j'ai pas le droit. Et ma mère m'a dit mais t'as qu'à dire que tu as des points communs. Je lui ai fait mais c'est pas la leçon. Et j'avais un de mes frères, qui est l'enfant biologique de mes parents, qui était là, qui m'a dit mais tu t'en fous. Il comprenait pas tout ce que ça créait chez moi dans cette idée de pas me sentir légitime à travers juste un devoir de collégienne, psychogénétique de vos parents, mais plutôt une idée de répondre aux devoirs et après on n'en parle plus. J'avais pris trop à cœur ce devoir et après plus tard j'ai très vite compris donc en fait c'est l'extérieur qui me renvoyait un peu à mes origines quand je suis partie de chez mes parents, que j'arrivais dans une plus grande ville, c'était une plus grande ville que là où j'habitais. C'était amusant, c'est par exemple se faire interpeller en arabe dans la rue. Ah oui. Parce que j'ai été élevée comme une blanche. Et les origines, en fait, comme on n'en parlait pas, quand on se fait interpeller ou que la voisine de la colocation d'origine maghrébine vous invite, et puis vous faites un quelque au jambon. C'est les bourdes, on se dit, mais oui, parce que les origines nous arrivent comme des claques, et on se dit, mais il va falloir se confronter à ce miroir, finalement. J'ai attendu d'avoir vraiment ma totale indépendance pour faire cette quête des origines, parce que j'avais peur de faire mal à mes parents, comme pour eux, c'était un petit peu un sujet tabou. Et moi, je culpabilisais déjà qu'ils m'aient adoptée en tant qu'enfant handicapé. Et le déclic, ça a été un jour une personne qui connaissait mes parents, qui habitait la même ville que moi. Et elle m'a appelée en me disant « Oui, vous êtes bien issu de telle lignée. » Voilà. Et je lui ai dit « Mais oui, mais je ne suis pas ce que vous recherchez. » C'est-à-dire que pour moi, ils recherchaient des ressemblances. Ils faisaient une recherche un peu généalogique. Et pour moi, ma famille proche, mes oncles et tantes, frères et sœurs, c'est ma famille, mes grands-parents. Mais au-delà de 2 générations, je me sentais pas du tout légitime et c'est compliqué pour une enfant adoptée. Mais vraiment, ça a été le déclic pour chercher sur Internet parce que Internet illimité venait d'arriver, c'était 2004. Qu'est-ce que c'est fabuleux Internet. Google c'est tout et Google savait qu'est-ce qu'il fallait faire pour rechercher ses origines et je suis tombée sur le Centre national d'accès aux origines personnelles. Il a fallu que je demande mon extrait de date de naissance de là où j'étais née et ensuite que je refasse un
courrier pour demander l'accès à mon dossier. Et comme j'ai la chance, j'ai cette chance fabuleuse d'être reconnue à la naissance par mes 2 parents biologiques, c'était très facile. Et finalement, ma quête des origines s'est passée très rapidement à partir du moment où je l'ai décidé. Le premier courrier date du 14 octobre 2005. Et j'ai rencontré ma mère le 26 mai 2006. Et donc, finalement, c'était très facilité par le fait d'avoir été reconnue. Ma mère biologique, donc je l'ai rencontrée en mai 2006. Et de ce que j'ai vu d'elle en premier, c'est ses cheveux. J'ai la même tignasse, très volumineuse. Et donc, en fait, avec ma mère, j'ai gardé contact pendant 1 an et demi. Mais elle m'a jamais reconnue comme sa fille. C'est-à-dire que pour elle, elle avait abandonné un bébé. Et l'adulte qu'elle avait devant elle, c'était pas moi. J'ai passé mon temps à essayer de me faire reconnaître auprès d'elle en tant que fille biologique. C'est pas pour autant que je rejetais mes parents, mais j'avais besoin de me reconnaître dans ses yeux, finalement, parce que j'avais besoin de cette espèce de filiation biologique, d'être reconnue, c'était d'aider des ressemblances que je voyais comme une espèce de miroir avec elle. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai fait faire. J'ai encore la gourmette que je porte plus parce que bon, c'est une gourmette que j'ai pu porter un temps avec mon prénom adoptif, mon prénom biologique qui était Mounia. Et cette gourmette, voilà, je l'ai fait faire cette année-là parce que j'avais besoin de me faire reconnaître de la même manière que j'essayais de me convertir à l'islam, parce que j'avais besoin de se reconnaître, de dire oui, si, je fais bien partie de cette affiliation. Et pour elle, pour des raisons qui lui sont propres, c'était trop dur. Et voilà, elle a coupé les ponts au bout d'1 an et demi et c'était son choix. C'était très difficile parce que c'était vraiment une rupture affective très forte, mais j'étais attachée à elle. Mais je comprends que dans ce processus, qu'elle avait abandonné un nourrisson et retrouvé une adulte, voilà, elle se reconnaissait pas. Pendant 1 an après que ma mère ait coupé les ponts, j'ai vraiment eu un peu de mal au niveau social, relationnel, parce que j'étais un peu perdue en me disant non, on me rejette une nouvelle fois. Mais grâce à l'accompagnement psychologique, j'ai compris les tenants et les aboutissants de pourquoi, comment. Et puis, il fallait se mettre à sa place et j'ai toujours essayé de travailler en me mettant à la place de ma mère biologique. Et finalement, c'est quand j'ai rencontré mon père biologique qui, lui, m'a appelé par mon prénom de naissance que je me suis reconnue dans cette filiation. C'était quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que je me reconnaissais. Il y a quelque chose en lui, le fait de m'appeler Mounia, qui faisait « Ah oui ». Et puis, j'avais 5 ans de plus, j'étais pas dans les mêmes attentes du tout. Puis, voilà, le rapport au père est un peu différent. Et d'ailleurs, il m'avait dit, parce que j'avais dû commander une bière ou un bar quand on allait boire un verre, il dit mais tu sais, tu es musulmane. Je lui dis oh là 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 là, je t'arrête tout de suite, tu sais, j'aurais pu ouvrir mon dossier en découvrant que j'étais juive, hindouiste, tout ce que tu veux. Maintenant, avec la religion, ça va, je sais où je suis catholique d'éducation, et puis je suis née musulmane dans la mesure où, voilà, je veux dire, tu es mon père biologique. Mais après, j'ai compris qu'il fallait pas plus rentrer dans le débat que ça, que le fait d'être née d'un père musulman. J'étais musulmane et que j'allais pas m'agacer avec lui là-dessus. On a gardé contact 2-3 ans, je voyais une fois par an. Et puis quand on se voyait, il revenait toujours sur le passé. Je voyais qu'il y avait rien qui était construisible. Et là, ça s'est fait presque naturellement. Bon, ça va, on va arrêter de se voir. Mais j'étais plus en paix parce que je savais où j'allais. Voilà, par rapport à la religion, j'ai pas refait une crise identitaire. Et puis, je savais où j'en étais. Et finalement, j'ai eu la bonne surprise. Cette idée, de reconnu dans cette filiation, c'était un truc indescriptible, mais qui faisait que, voilà, j'étais reconnue. Puis ça s'est bien passé, c'est bien terminé. Et aujourd'hui, je sais d'où je viens. J'ai j'ai les histoires des 2 côtés, comment ça s'est passé. Et je répète, j'ai cette chance d'avoir été reconnue à la naissance. Je sais combien ça coûte aux adoptés sous X de pas être reconnus. C'est pour cette raison que je témoigne aujourd'hui, pour qu'on prenne en compte l'enfant dans toute sa complexité et que finalement, le handicap, ce soit quelque chose à gérer comme un enfant non adopté. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés à gérer au quotidien. Voilà, je pense être suffisamment en paix avec moi-même pour pouvoir avancer et pouvoir aussi donner la parole à d'autres adoptés. Là, voilà, moi je me suis investie dans une association qui s'appelle À tout cœur 75, qui est une association de pupilles de l'État, d'anciens pupilles d'adoptés, pour porter une parole, alors c'est depuis le terrain jusqu'à une parole, j'espère, politique, pour m'investir pour les adoptés et aussi permettre à d'autres adoptés de prendre la parole sur le sujet. Là. Et c'est ça aussi, c'est en donnant la parole à l'autre, ça permet de se comprendre soi-même. Et c'est dans le partage de vécu pour que ça serve aux futures générations. Et c'est ça qui me plaît aujourd'hui, c'est à travers le partage de témoignages.